Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble pour quelques heures de lecture. Je vous propose cette nuit de vous raconter des histoires qui font peur puisqu'on se replonge tout de suite dans l'univers sombre, inquiétant, surnaturel, mystérieux, énigmatique de l'auteur américain Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe qui est une des principales figures de la littérature américaine du 19e siècle. Il est à la fois poète, dramaturge, romancier, novelliste, éditeur et critique littéraire. Il est né à Boston en 1809. Il est mort à Baltimore dans le Maryland en 1849. Et il a été d'ailleurs l'une des icônes de l'époque du romantisme américain. Vous allez voir que beaucoup de ses nouvelles sont axées sur les thèmes de la violence, de la cruauté, de la mort. Et il est lui-même connu pour être un passionné de sciences occultes et de tous les éléments en fait, qui touchent au paranormal. Il aura été d'ailleurs considéré comme l'inventeur du genre policier et inspirera de nombreux écrivains tels que Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux pour une version un peu plus francophone. Alors dans son œuvre Nouvelle extraordinaire, il aborde des thèmes assez étranges, comme notamment celui de la transmigration de l'âme. Ou encore, tout simplement, il parle assez ouvertement de son addiction à l'opium. Parmi ses 13 nouvelles, la meilleure est de loin Ligia, que je vous lirai normalement un petit peu plus tard, avec un récit qui mêle une atmosphère assez effrayante, mortifère, où il est question de passion amoureuse, le tout dans une certaine poésie. Avant de reprendre la lecture, je vous invite dès à présent à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste en bas de votre écran. Il vous suffit de taper hashtag VBN pour l'heure. Eh bien, place à la lecture. Très très belle nuit sur C8. À mon entrée, Usher se leva d'un canapé sur lequel il était couché tout de son long et m'accueillit avec une chaleureuse vivacité qui ressemblait fort, telle fut du moins ma première pensée, à une cordialité empathique, à l'effort d'un homme du monde ennuyé qui obéit à une circonstance. Néanmoins, un coup d'œil jeté sur sa physionomie me convainquit de sa parfaite sincérité. Nous nous assîmes, et pendant quelques moments, comme il restait muet, je le contemplais avec un sentiment moitié de pitié, moitié d'effroi. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé en un aussi peu de temps que Roderick Usher. Ce n'était qu'avec peine que je pouvais consentir à admettre l'identité de l'homme placé en face de moi avec le compagnon de mes premières années. Le caractère de sa physionomie avait toujours été remarquable. Un teint cadavéreux, un œil large, liquide et lumineux au-delà de toute comparaison, des lèvres un peu minces, très pâles, mais d'une courbe merveilleusement belle, un nez d'un moule hébraïque très délicat, mais d'une ampleur de narine qui s'accorde rarement avec une pareille forme, un menton d'un modèle charmant, mais qui par un manque de saillie trahissait un manque d'énergie morale, des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus qu'arachnéenne. Tous ces traits, auxquels il faut ajouter un développement frontal excessif, lui faisaient une physionomie qu'il n'était pas facile d'oublier. Mais actuellement, dans la simple exagération du caractère de cette figure et de l'expression qu'elle présentait habituellement, il y avait un tel changement que je doutais de l'homme à qui je parlais. La pâleur maintenant spectrale de la peau, l'éclat maintenant miraculeux de l'œil me saisissaient particulièrement et m'épouvantaient. Puis, il avait laissé croître indéfiniment ses cheveux, sans s'en apercevoir, et comme cet étrange tourbillon aranéeux flottait plus tôt qu'il ne tombait autour de sa face, je ne pouvais, même avec de la bonne volonté, trouver dans leur étonnant style arabesque rien qui rappelât la simple humanité. Je fus tout d'abord frappée d'une certaine incohérence, d'une inconsistance dans les manières de mon ami, et je découvris bientôt que cela provenait d'un effort incessant, aussi faible que puéril, pour maîtriser une trépidation habituelle.
une excessive agitation nerveuse. Je m'attendais bien à quelque chose dans ce genre et j'y avais été préparée non seulement par sa lettre, mais aussi par le souvenir de certains traits de son enfance et par des conclusions déduites de sa singulière conformation physique et de son tempérament. Son action était alternativement vive et indolente. Sa voix passait rapidement d'une indécision tremblante, quand les esprits vitaux semblaient entièrement absents, à cette espèce de brièveté énergique, à cette énonciation abrupte, solide, posée, sonnant le creux, à ce parler guttural et rude, parfaitement balancé et modulé, qu'on peut observer chez le parfait ivrogne ou l'incorrigible mangeur d'opium pendant les périodes de leur plus intense excitation. Ce fut dans ce ton qu'il parla de l'objet de ma visite, de son ardent désir de me voir, de la consolation qu'il s'attendait de moi. Il s'étendit assez longuement, s'expliqua à sa manière sur le caractère de sa maladie. C'était, disait-il, un mal de famille, un mal constitutionnel, un mal pour lequel il désespérait de trouver un remède, une simple affection nerveuse, ajouta-t-il immédiatement, dont sans doute il serait bientôt délivré. Elle se manifestait par une foule de sensations extranaturelles. Quelques-unes, pendant qu'il me les décrivait, m'intéressèrent et me confondirent. Il se peut cependant que les termes et le ton de son débit y étaient pour beaucoup. Il souffrait vivement d'une acuité morbide des sens. Les aliments les plus simples étaient pour lui les seuls tolérables. Il ne pouvait porter en fait de vêtements que certains tissus. Tous les odeurs de fleurs le suffoquaient. Une lumière même faible lui torturait les yeux, et il n'y avait que quelques sons particuliers, c'est-à-dire des instruments à cordes qui ne lui inspirassent pas d'horreur. Je vis qu'il était l'esclave subjugué d'une espèce de terreur tout à fait anormale. « Je mourrai, dit-il. Il faut que je meure de cette déplorable folie. C'est ainsi, et non pas autrement, que je périrai. Je redoute les événements à venir, non en eux-mêmes, mais dans leurs résultats. Je frissonne à la pensée d'un incident quelconque, du genre le plus vulgaire, qui peut opérer sur cette intolérable agitation de mon âme. Je n'ai vraiment pas horreur du danger, excepté dans son effet positif, la terreur. Dans cet état d'énervation, état pitoyable, je sens que tôt ou tard, le moment viendra où la vie et la raison m'abandonneront à la fois, dans quelque lutte inégale avec le sinistre fantôme, la peur. J'appris aussi par intervalles et par des confidences hachées, des demi-mots, des sous-entendus, une autre particularité de sa situation morale. Il était dominé par certaines impressions superstitieuses relatives au manoir qu'il habitait et dont il n'avait pas osé sortir depuis plusieurs années, relatives à une influence dont il traduisait la force supposée en des termes trop ténébreux pour être rapportés ici, une influence que quelques particularités dans la forme même et dans la matière du manoir héréditaire avaient par l'usage de la souffrance, disait-il, imprimé sur son esprit, un effet que le physique des murs gris, des tourelles et de l'étang noirâtre où se mirait tout le bâtiment avait à la longue créé sur le moral de son existence. Il admettait, toutefois, mais non sans hésitation, qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait être attribuée à une origine plus naturelle, beaucoup plus positive, à la maladie cruelle déjà ancienne, enfin à la mort évidemment prochaine d'une sœur tendrement aimée, sa seule société depuis de longues années, sa dernière et seule parente sur la terre. Sa mort, dit-il avec une amertume que je n'oublierai jamais, me laissera, moi le frêle et le désespéré, dernier de l'antique race des Huchères. Pendant qu'il parlait, Lady Madeline, c'est ainsi qu'elle se nommait, passa lentement dans une partie reculée de la chambre et disparut sans avoir pris garde à ma présence. Je la regardai avec un immense étonnement, où se mêlaient quelques terreurs, mais il me sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments. Une sensation de stupeur m'oppressait, pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s'éloignaient. Lorsqu'enfin une porte se fut fermée sur elle, son regard chercha instinctivement et curieusement la physionomie de son frère. Mais il avait plongé sa face dans ses mains, et je pus voir seulement
qu'une pâleur plus qu'ordinaire s'était répandue sur les doigts amaigris, à travers lesquels filtrait une pluie de larmes passionnées. La maladie de Lady Madeline avait longtemps bafoué la science et ses médecins. Une apathie fixe, un épuisement graduel de sa personne, de ses crises fréquentes quoique passagères, d'un caractère presque cataleptique, en étaient les diagnostics très singuliers. Jusque-là, elle avait bravement porté le poids de la maladie et ne s'était pas encore résignée à se mettre au lit. Sur la fin du soir de mon arrivée, au château, elle cédait, comme son frère, me le dit dans la nuit avec une inexprimable agitation, à la puissance écrasante du fléau, et j'appris que le coup d'œil que j'avais jeté sur elle, probablement le dernier, que je ne verrais plus la dame, vivante du moins, pendant les quelques jours qui suivirent son nom, ne fut prononcé ni par Usher ni par moi. Durant cette période, je m'épuisais en efforts pour alléger la mélancolie de mon amie. Nous peignîmes et nous lûmes ensemble, ou bien j'écoutais, comme dans un rêve, ces étranges improvisations sur son éloquente guitare. Ainsi, à mesure qu'une intimité de plus en plus étroite m'ouvrait plus familièrement les profondeurs de son âme, je reconnaissais plus amèrement la vanité de tous mes efforts pour animer un esprit, d'où la nuit, comme une propriété qui lui aurait été inhérente, déversée sur tous les objets de l'univers physique et moral, une irradiation incessante de ténèbres. Je garderai toujours le souvenir de maintes heures solennelles que j'ai passées seule avec le maître de la maison, Usher, mais j'essaierai vainement de définir le caractère exact des études ou des occupations dans lesquelles il m'entraînait ou me montrait le chemin. Une idéalité ardente, excessive, morbide, projetée sur toute chose, sa lumière sulfureuse, ses longues et funèbres improvisations résonneront éternellement dans mes oreilles. Entre autres choses, je me rappelle douloureusement une certaine paraphrase singulière, une perversion de l'air déjà fort étrange, de la dernière valse de von Weber, quant aux peintures que couvait sa laborieuse fantaisie, et qui arrivait touche par touche à un vague qui me donnait le frisson, un frisson d'autant plus pénétrant que je frissonnais sans savoir pourquoi, quant à ces peintures si vivantes pour moi que j'ai encore leurs images dans mes yeux. J'essaierai vainement d'en extraire un échantillon suffisant qui pût tenir dans le compas de la parole écrite, par l'absolue simplicité, par la nudité de ses dessins. Il arrêtait, il subjuguait l'attention. Si jamais mortel peignit une idée, ce mortel fut Roderick, Usher. Pour moi, du moins dans les circonstances qui m'entouraient, il s'élevait des pures abstractions que l'hypocondriaque s'ingéniait à jeter sur sa toile, une terreur intense, irrésistible, dont je n'avais jamais senti l'ombre dans la contemplation, des rêveries de Fuseli lui-même éclatantes sans doute, mais encore trop concrètes. Il est l'une des conceptions fantasmagoriques de mon ami, où l'esprit d'abstraction n'avait pas une part aussi exclusive et qui peut être esquissé, quoique faiblement, par la parole. C'était un petit tableau représentant l'intérieur d'une cave ou d'un souterrain immensément long, rectangulaire avec des murs bas, polis blancs, sans aucun ornement, sans aucune interruption. Certains détails accessoires de la composition servaient à faire comprendre que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive au-dessous de la surface de la terre. On n'apercevait aucune issue dans son immense parcours, on ne distinguait aucune torche, aucune source artificielle de lumière, et cependant, une effusion de rayons intenses roulait de l'un et l'autre, tout est baigné, le tout d'une splendeur fantastique et incompréhensible. J'ai dit un mot de l'état morbide d'une air acoustique qui rendait pour le malheureux toute musique intolérable, excepté certains effets des instruments à cordes. Mais quant à la brûlante facilité de ces improvisations, on ne pouvait s'en rendre compte de la même manière. Il fallait évidemment qu'elles fussent, et elles étaient en effet dans les notes aussi bien que dans les paroles de ces étranges fantaisies, car il accompagnait souvent sa musique de paroles improvisées et rimées, le résultat de cet intense recueillement et de cette concentration des forces mentales qui ne se manifestent, comme je l'ai déjà dit,
que dans les cas particuliers de la plus haute excitation artificielle. D'une de ces rhapsodies, je me suis rappelé facilement les paroles. Peut-être m'impressionna-t-elle plus fortement quand il me la montra, parce que dans le sens intérieur et mystérieux de l'œuvre, je découvris pour la première fois qu'Usher avait pleine conscience de son état, qu'il sentait que sa sublime raison chancelait sur son trône. Ces vers qui avaient pour titre le palais hanté étaient à très peu de choses près, tels que je les cite. Dans la plus verte de nos vallées, par les bons anges habités, autrefois un beau et majestueux palais, un rayonnant palais dressait son front, c'était dans le domaine du monarque pensé, c'était là qu'il s'élevait, jamais séraphin ne déploya son aile, sur un édifice à moitié aussi beau. Des bannières blondes superbes dorées, à son dôme flotté et ondulé, c'était tout cela, c'était dans le vieux, dans le très vieux temps, et à chaque douce brise qui se jouait, dans ces suaves journées, le long des remparts chevelus et pâles s'échappait un parfum ailé. Les voyageurs dans cette heureuse vallée, à travers deux fenêtres lumineuses, voyaient des esprits qui se mouvaient harmonieusement, au commandement d'un luth bien accordé, tout autour d'un trône où siégeant un vrai porphyrogénète, celui-là, dans un appart digne de sa gloire, apparaissait le maître du royaume. Et toute étincelante de nacre et de rubis était la porte du beau palais, par laquelle coulait à flot, pétillait incessamment une troupe d'échos dont l'agréable fonction était simplement de chanter, avec des accents d'une exquise beauté, l'esprit et la sagesse de leur roi. Mais des êtres de malheur, en robe de deuil, ont assailli la haute autorité du monarque. Ah, pleurons, car jamais l'aube d'un lendemain ne brillera sur lui, le désolé. Tout autour de sa demeure, la gloire qui s'empourprait et florissait n'est plus qu'une histoire souvenir ténébreux de vieux âges défunts. Et maintenant, les voyageurs dans cette vallée, à travers les fenêtres rougeâtres, voient de vastes formes qui se meuvent fantastiquement au son d'une musique discordante, pendant que comme une rivière rapide et lugubre à travers la porte pâle, une hideuse multitude se rue éternellement, qui va, éclatant de rire, ne pouvant plus sourire. Je me rappelle fort bien que les inspirations naissant de cette ballade nous jetèrent dans un courant d'idées au milieu duquel se manifesta une opinion de Usher que je cite, non pas tant en raison de sa nouveauté, car d'autres hommes ont pensé de même, qu'à cause de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait, cette opinion dans sa forme générale n'était autre que la croyance à la sensitivité de tous les êtres végétaux. Et dans son imagination déréglée, l'idée avait pris un caractère encore plus audacieux, empiété dans de certaines conditions jusque sur le règne inogarnique. Les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue, tout le sérieux, tout l'abandon de sa foi. Cette croyance toutefois se rattachait, comme je l'ai déjà donné à entendre, aux pierres grises du manoir de ses ancêtres. Ici, les conditions de sensitivité étaient remplies à ce qu'il imaginait par la méthode qu'il avait présidé à la construction, par la disposition respective des pierres, aussi bien que de toutes les fongosités dont elle était revêtue, et des arbres ruinés qui s'élevaient alentour, mais surtout par l'immutabilité de cet arrangement et par sa répercussion dans les eaux dormantes de l'étang. Ce sera la fin pour cet épisode-ci, mais on va se retrouver très vite pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper #VBN. Vous pouvez également nous rejoindre dès à présent sur www.c8.fr dans la rubrique divertissement. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit peut-être, ou encore une bonne journée si vous devez vous lever pour aller travailler peut-être. À très très vite sur C8, restez bien avec nous.